All right. Hello Bon, everyone, and thank you bonjour à tous. Merci de participer à notre tout premier webinaire Urban Shift. Je m'appelle Emily White. Je suis la responsable de l'engagement ville-entreprise pour Urban Shift au C40 et j'ai le plaisir de vous accueillir à cet événement aujourd'hui où nous allons explorer comment les villes peuvent engager le secteur privé impliqué pour mettre en œuvre des solutions basées sur la nature avec un focus sur la ville de Freetown en Sierra Leone. Avant de commencer, permettez-moi de passer en revue quelques détails techniques. Tout d'abord, ce webinaire sera entièrement en anglais, mais nous avons également une interprétation en direct en français. Vous pouvez l'activer en cliquant sur Interprétation en bas de votre écran et en sélectionnant français. Ensuite, nous nous réjouissons à l'avance de toute question que vous pourriez poser à l'un de nos intervenants ou au sujet du programme lui-même. Alors, n'hésitez pas à les poster dans la boîte de questions-réponses comme indiqué sur les diapositives. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas encore, OpenShift est une initiative conjointe financée par le Fonds pour l'environnement mondial et dirigée par le Programme des Nations Unies pour l'environnement en partenariat avec le World Resource Institute, C40 Cities, l'ICLEI, le Programme des Nations Unies pour le développement, la Banque mondiale et la Banque asiatique de développement. OpenShift se concentre sur la transformation de 23 villes dans 7 pays par le biais d'approches intégrées de la planification urbaine et le renforcement des capacités des villes pour passer à des économies plus vertes et plus saines. Pendant l'heure qui vient, nous allons donc assister à un mélange de présentations et de discussions avec des experts sur la manière dont les villes peuvent faire participer le secteur participer à des solutions fondées sur la nature. Je suis rejointe par mon collègue Diego Riano, responsable d'UrbanShift au C40, qui nous donnera un aperçu de l'importance de la collaboration entre les villes et les entreprises pour promouvoir les solutions fondées sur la nature. Je suis également rejointe par ma collègue Rebecca Ilunga, responsable du réseau de sécurité de l'eau au C40 et responsable du récent lancement de la déclaration sur la nature en milieu urbain du C40. Enfin, pour ceux d'entre vous qui ont participé à notre événement de lancement le mois dernier, vous aurez entendu le maire Yvonne Axis-Sawyer parler de la campagne de Freetown visant à planter 1 million d'arbres dans la ville d'ici 2022 et à augmenter la couverture arborée de 50%. Aujourd'hui, Eric Abad, conseiller technique pour la gestion de l'environnement au conseil municipal de Freetown et défenseur des arbres pour la campagne Freetown, The Tree Town, nous rejoint pour approfondir cette conversation et comprendre comment la ville a travaillé avec des partenaires du secteur privé pour financer cette initiative. Je vous souhaite la bienvenue à tous. Je vais maintenant passer le micro à Diego pour ses remarques préliminaires. Merci, Émilie, et bienvenue à ce webinaire à nouveau. C'est formidable de voir autant de gens connectés. Les villes et la nature sont liées de multiples façons. Les villes occupent des terrains où sont construites des infrastructures, un terrain qui à un moment donné faisait partie d'un écosystème naturel et qui a changé au fil du temps. En plus du terrain, les villes du monde entier sont dotées d'une incroyable biodiversité. À mesure que les villes se développent en termes de population et de superficie, il est très important de protéger les écosystèmes et les espèces clés situées à l'intérieur ou à l'extérieur de nos villes. De nombreux écosystèmes, par exemple, naturels, par exemple, situés dans les zones périurbaines, fournissent des services essentiels aux villes, tels que l'eau potable et la production d'énergie. Avec plus de 50% de la population mondiale, les villes ont une empreinte énorme. 80% du PIB mondial est produit dans les villes, ainsi que 70% de nos émissions de gaz à effet de serre. Les villes sont nos centres économiques de production, de consommation et de production de déchets. En fait, on pourrait dire que les villes font partie de la nature, qu'elles sont intégrées dans un environnement naturel plus vaste qui rend possible notre existence même ou qui peut nous mettre en danger. Cela devient de plus en plus évident avec les multiples catastrophes naturelles qui ont touché les villes au cours de la dernière décennie en raison de la crise climatique actuelle. Des millions de personnes ont été touchées par des inondations, des glissements de terrain et des vagues de chaleur. Ces 18 derniers mois, la pandémie de Covid-19 nous a montré jusqu'où la destruction non durable de la nature peut nous mener. Cette situation a été à bien des égards un signal d'alarme.
Les fermetures obligatoires et les restrictions de déplacement ont exacerbé l'appel aux espaces verts urbains pour respirer un air sain et se connecter à la nature dans le cadre de notre bien-être. De nombreuses villes sont déterminées à agir et ont répondu aux revendications des citoyens. C'est une bonne nouvelle. Nous constatons qu'une nouvelle génération de solutions fondées sur la nature est mise en œuvre dans de nombreuses régions du monde, des jardins pluviaux aux forêts urbaines, en passant par les corridors verts et la restauration des cours d'eau. Le concept de solution fondée sur la nature comprend de nombreuses actions possibles: protéger, gérer et restaurer les écosystèmes naturels et la biodiversité, accroître la résilience aux risques climatiques, augmenter le stockage du carbone, éviter les émissions de gaz à effet de serre et assurer le bien-être au bout du compte. Il est essentiel de ramener la nature dans les villes. On est d'accord, mais le financement et la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature peuvent être une tâche délicate pour les villes. Chez Urban Shift, nous pensons que lorsque les villes s'engagent et coopèrent avec les entreprises et les citoyens, elles peuvent débloquer l'expertise, le financement, l'appropriation publique et, en fin de compte, permettre de nouveaux modèles économiques pour soutenir la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature qui généreront des emplois et créeront une prospérité partagée en communion avec la nature. Nous pensons que ça peut être une solution gagnant-gagnant. Aujourd'hui, j'espère que vous en apprendrez davantage sur la façon dont les villes et les entreprises collaborent pour mettre en œuvre des solutions fondées sur la nature et en particulier sur l'expérience audacieuse et innovante de Freetown. J'espère que vous allez apprécier le webinaire. Merci d'être à l'écoute. À vous, Émilie. Merci beaucoup, Diego, de ces paroles inspirantes. C'est tout à fait adapté à notre webinaire. Je voudrais maintenant présenter notre prochaine intervenante, Rebecca Ilunga, responsable du réseau de sécurité de l'eau au C40. Au début de cette année, le C40 a lancé la nouvelle déclaration sur la nature en milieu urbain, un appel à l'action pour les villes du monde entier afin qu'elles s'engagent à atteindre des objectifs plus ambitieux en matière de nature pour améliorer la qualité de l'air, réduire les émissions et s'adapter à l'augmentation des épisodes de chauffage et d'inondation résultant du changement climatique. Rebecca nous présentera les différentes actions que les villes devraient prendre et prennent pour stimuler la nature et nous aider à comprendre pourquoi l'implication du secteur privé est si importante. À vous, Rebecca. Merci. Nous savons tous qu'il y a une surexploitation des ressources naturelles qui causent des dégradations importantes de la nature, surtout dans les villes. Et le changement climatique ne va faire qu'accroître la vitesse de progression et nous présenter de nouveaux défis. Donc, les solutions fondées sur la nature sont très importantes pour les bénéfices sociétaux et à montrer que il est bon pour tout le monde, pour l'environnement et pour les gens d'accéder à la nature dans les villes. Les solutions fondées sur la nature, comme planter les villes, planter des arbres, avoir un meilleur système de drainage, font partie des actions les plus importantes concernant la diminution des impacts. La température augmente, le niveau des mers aussi, et il est tout à fait urgent d'accélérer nos efforts, d'amener la nature dans les villes. Donc, nous voulons développer des villes qui puissent améliorer leur réponse au changement du climat. Il s'agit également d'avoir des meilleures actions d'adaptation et également de donner la priorité aux mesures d'adaptation. Ça va être difficile d'arriver à cela, mais il faut le faire et cela permettra de réduire le changement climatique et de donner une impulsion à la diversité, à la biodiversité. Et il y a évidemment en jeu la santé et la température et l'agriculture. Il y a à peu près 4 catégories: les infrastructures, la gestion, la protection
entre autres. Il n'y a pas… ces solutions fondées sur la nature sont sont de différents types, mais on peut les classer en lieux et également leur implication. Par exemple, quand il y a une vague de chaleur ou bien des inondations, eh bien, on peut trouver des solutions fondées sur la nature à cela. Chez C40, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de villes qui ont signé la déclaration pour la nature urbaine et pour réduire le changement climatique dans l'avenir. Il y a un exemple en Toronto, il y a des forêts urbaines et des programmes d'encouragement. Ils ont planté 13 000 arbres et buissons. Et il y a également un programme de participation et d'éducation du public à Durban. Eh bien, il y a un programme de gestion pour les riverains qui transforme le système hydraulique et permettre d'éviter les inondations. Il y a eu dans certaines villes, plus de 10 000, Barcelone, des villes des arbres qui ont été plantés, ce qui a réduit le risque de, d'inondation. Et à Mumbai, on a planté on conserve les mangroves et on a créé des zones pour la collection de l'eau et également la production d'énergie renouvelable. Alors, qu'est-ce que le rôle de C40? C'est qu'on a lancé notre déclaration sur la nature urbaine et ça fait partie ce n'est qu'une pièce de notre pulse de nouvelle organisation. Il y a les villes de nature, il y a la participation du WWF et de toutes ces initiatives permettre une mobilisation de toutes les voies dans les villes, une assistance technique, un agenda de recherche et une participation au niveau technique et politique dans les villes. Souvent, on s'occupe de divers problèmes. Il y a également l'échelle sur laquelle il faut s'appuyer. Mais pour nous, chez C40, l'idée, c'était de savoir comment on pouvait amener de notre côté les maires et également les équipes techniques pour améliorer la présence de la nature dans les villes. La déclaration a pour but de rendre nos villes plus vertes et plus résilientes. Il s'agit de s'appuyer sur la nature et également de permettre à la nature de se développer pour soutenir la biodiversité et également il faut améliorer la couverture et également bien répartir les zones. On peut faire une cartographie, on peut également faire différentes documentations et améliorer le soutien à l'élaboration et mise en œuvre de projets pilotes régionaux et un programme de formation sur la nature. Donc, pourquoi est-ce que le secteur privé devrait s'en mêler? Ce secteur a beaucoup détérioré l'environnement et il a un rôle à jouer. Et il faut donc comprendre les possibilités de ces entreprises et pour s'attaquer à différents défis. Il faut dépasser le gris et intégrer le potentiel des solutions fondées sur la nature dans les cadres de gouvernance. Il faut un mainstreaming, il y a un manque de paramètres communs pour mesurer ou quantifier les multiples avantages dérivés des solutions fondées sur la nature. Il faut mener des mesures et des surveillances. Mais beaucoup d'entreprises ne sont pas conscientes des bienfaits de la nature dans notre vie. Et donc, il y a ce mainstreaming et comment on peut
appliquer ces solutions fondées sur la nature, les mettre dans la loi, par exemple. Le deuxième domaine, c'est qu'il y a un manque de paramètres communs pour mesurer ou quantifier les multiples avantages dérivés des solutions fondées sur la nature. Il faut effectuer des mesures et opérer une surveillance. Et puis, il faut également voir le financement. Comment est-ce qu'on peut améliorer les conditions d'évolutivité des instruments financiers pour les solutions fondées sur la nature? Et également s'appuyer sur le capital procuré par la nature. Il y a également la création d'emplois verts. Il faut une planification et des processus décisionnels interactifs qui sont pour soutenir la participation du secteur privé à la gouvernance urbaine. Cela peut impliquer pratiquement tout le secteur privé. Donc, il y a des priorités. Maintenant, les co-bénéfices pour le secteur privé. Eh bien, les solutions basées sur la nature trouvent leur place dans la production alimentaire, la prévention des maladies, la filtration de l'air, la purification de l'eau, la réduction des déchets et d'autres processus. Et les entreprises peuvent donc réviser leur politique et leur stratégie, sans pourtant mettre en danger le développement économique. Elles peuvent plaider en faveur de ces politiques favorables aux solutions fondées sur la nature et sensibiliser à cette opportunité en investissant dans les projets de solutions fondées sur la nature à l'échelle avec un financement durable innovant, en soutenant les partenariats publics, privés et les structures de gouvernance collaborative. Et elles peuvent également soutenir les projets privés, publics, entre autres. Chez C40, concernant la déclaration, eh bien, l'une des organisations avec lesquelles nous travaillons, c'est Google, et ils aident les villes qui ont signé cette déclaration. C'est-à-dire qu'ils peuvent permettre aux villes de voir, de connaître toutes les informations nécessaires concernant, par exemple, la couverture arborée. Et ça peut aider également les villes qui n'ont pas signé la déclaration. Mais c'est comme ça qu'on peut avoir un soutien pour une plus grande place de la nature dans les villes. Et on peut avoir une aide du secteur privé à l'avenir. Et il y a de plus en plus d'interventions d'entreprises privées. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rebecca, de votre présentation. Et vous avez parlé d'une chose importante, c'est qu'un seul gouvernement local, une seule entreprise peut agir pour affronter la crise climatique. Et maintenant, je voudrais vous présenter notre prochain intervenant. C'est le conseiller technique pour la gestion de l'environnement à la mairie de Freetown et depuis quelques années, il dirige la vision du maire de planter 1 million d'arbres dans la ville d'ici 2022. En 2017, Freetown a subi un énorme glissement de terrain qui a tué plus de 1000 personnes et en a déplacé 5000. Il s'agissait de la catastrophe naturelle la plus meurtrière au monde cette année-là. La ville espère qu'en plantant davantage d'arbres dans toute la région de la ville, elle pourra stabiliser le sol, restaurer les systèmes naturels et capturer les émissions de gaz à effet de serre pour lutter contre le changement climatique. Dans le même temps, le retour de la nature en ville améliorera le bien-être, aura un certain nombre d'effets bénéfiques sur la santé et fournira des emplois aux habitants de la communauté. J'aimerais maintenant partager avec vous une vidéo de 2 minutes intitulée « Bienvenue à Freetown, la ville des arbres, Freetown, the Tree Town ». Je suis né à Freetown, au Sierra Leone. Quand j'étais enfant, je me promenais ici. C'était très vert, c'était la forêt. On grimpait aux arbres et on se baignait dans les rivières. C'est ma ville, je l'aime. Je m'appelle Yera et je travaille pour le FEDRUP et nous sommes en partenariat avec le conseil municipal de Freetown. Notre mission est d'améliorer la vie des habitants en instaurant la résilience climatique de la ville. C'est une belle ville, mais nous pouvons
Nous avons été fortement impactés par le changement climatique. Freetown est un plan ambitieux de planter 1 million d'arbres sur 2 saisons des pluies, mais on les fait pousser aussi, ce qui veut dire que les habitants y prennent part, on fait un suivi de ces arbres, de leur croissance, et on donne une nouvelle vie aux collines, aux mangroves, aux zones boisées. La pandémie a mis en lumière l'importance de la sécurité alimentaire et de produire de la nourriture localement. Et ça, c'est par les jardins urbains qu'on le fait, dans les cours et même sur les balcons. Nous fournissons aux habitants des outils et des graines. On montre aux gens qu'ils peuvent même utiliser toutes sortes d'objets du quotidien pour créer leur jardin. Ce n'est pas 1 million d'arbres qui régleront le problème du changement climatique, mais ils réduiront les inondations et les glissements de terrain et ramèneront la biodiversité dans la ville. Et les mangroves où se reproduisent nos poissons seront restaurés. L'impact sera vraiment important. J'espère, c'est mon espoir, que nous pourrons jouir tous, y compris les autres générations, de la nature à Freetown, comme moi, quand j'étais petit. La nature est belle, je l'aime. Wow, what a beautiful video. It gives me chills. Quelle belle vidéo. Ça me donne la chair de poule chaque fois. Alors Eric, comme nous venons de le voir dans cette vidéo, Freetown vraiment est à l'avant-garde dans son ambition de mettre en œuvre des solutions fondées sur la nature dans les zones urbaines pour restaurer les systèmes naturels. Et je pense qu'aujourd'hui, il est clair pour la plupart des gens dans le monde qu'il y a une multitude d'avantages à augmenter la nature dans les villes. Souvent, l'étape suivante, planter réellement des arbres et trouver le financement pour ça, est l'un des plus grands obstacles auxquels les gouvernements municipaux sont confrontés. Souvent, les villes disposent de budgets limités pour ce type de projet et doivent donc réaliser à petite échelle ou se tourner vers des institutions financières pour obtenir les subventions ou des prêts afin de financer ces initiatives. Donc, ma première question est la suivante. Comment le conseil municipal de Freetown a-t-il décidé de collaborer avec des entreprises dans le cadre de cette initiative et quelles en sont les motivations? Pourquoi ne pas l'avoir fait seul ou ne pas avoir demandé de subventions? C'est une bonne question. Le faire tout seul, c'est impossible. C'est qui a des ressources limitées. Nous n'avons pas beaucoup de ressources, beaucoup de moyens, nous ne recevons pas beaucoup de crédits du gouvernement central pour financer les choses au début au niveau dont nous avons besoin, du point de vue du verdissement de la ville. Donc, il nous fallait mettre en place un partenariat durable et solide. Et même concernant les subventions, eh bien, il y avait les financements traditionnels verts. On a pu en obtenir un peu. Pourtant, c'est très difficile. On a pu donc attirer des ressources de la Banque mondiale, hein. Et il y a également 2 ou 3 autres processus de demande que nous avons posés et nous pensons qu'elles vont aboutir. Il ne faut pas penser en termes de moyens. Il faut regarder l'impact. Il faut penser en termes d'investissements qui ont des impacts. Il faut comprendre comment les choses se passent et il faut dire aux partenaires quelle est la valeur de notre capital naturel et l'importance des infrastructures vertes. Et donc, quand on pense à Freetown, the Tree Town, ce qu'on a fait, c'est qu'on voulait mettre en place un moyen de créer le bon contexte d'investissement dans les arbres pour obtenir un partenariat avec le secteur privé qui soit lié à la compensation carbone, une dynamique de compensation, et quelque chose qui amène de la valeur. Et donc, comme ça,
pour faire ça, il a d'abord fallu structurer un système où on pouvait capturer digitalement chaque arbre. Donc, on a fait un partenariat avec une entreprise de technologie bénévole qui avait un procédé de suivi des arbres. Et donc, on peut faire un suivi de chaque arbre régulièrement. Et là, on pouvait voir quel était le taux de survie. Et à ce moment-là, les gens qui s'en occupaient étaient payés, recevaient une compensation financière. Donc, on devait mettre ces arbres dans un système et appeler ça un système de gestion. Donc, chaque arbre est lié à une valeur, à une sorte de petit jeton d'impact qu'on peut partager, qu'on peut échanger. Et en fait, voilà. Donc, ça, c'est... Nous avons les planteurs, ceux qui s'occupent des arbres. 80% de toutes les ressources qui sont générées retournent aux endroits où on fait pousser les arbres. Donc, ceux qui font pousser les arbres ont une application qui a été personnalisée pour nous et chacun d'entre eux l'utilise, prennent un selfie, enregistre des données, plante un arbre et le suivent sa croissance grâce à l'application. Et puis, ils téléchargent ce qu'ils ont capturé et puis nous avons quelqu'un qui vérifie tous les arbres afin qu'il n'y ait pas de doublons. Voilà ce que l'on fait et le plus important, c'est que ça marche. Et les arbres survivent. Et à partir de là, eh bien, on paye la personne qui s'occupe de l'arbre. Et l'idée, c'est qu'une fois qu'il y a un arbre, eh bien, on le suit, cet arbre. On peut ajouter alors ce qu'on appelle comme je vous disais, un jeton. Et ce jeton d'impact est un code en quelque sorte, est un signe, est un élément qu'on peut transformer en argent. Un tri, et il est lié également à un arbre à venir qui sera planté à l'avenir. Et nous créons dans notre système un portefeuille numérique, c'est celui de Freetown. Donc, chaque arbre qui rentre est lié à un jeton d'impact. Et à ce moment-là, ce jeton, eh bien, nous l'utilisons pour mettre sur pied d'autres partenariats avec le secteur privé, des entreprises, des institutions également. Donc, on passe des contrats où ces institutions et ces entreprises investissent dans nos arbres. Et par exemple, 1000 arbres. À ce moment-là, c'est 500 jetons. Donc, s'ils nous achètent 500 jetons, ils les achètent à $6 chacun. Eh bien, nous créons dans notre système une sorte de cycle et nous transférons les jetons. Et nous avons un système de paiement local où on voit les ressources et les ressources sont répercutées sur les personnes qui plantent des arbres. Donc, nous récoltons des données sur les arbres, nous transformons ces arbres en jetons et nous les mettons dans un portefeuille numérique qui va être utilisé par les entreprises et les institutions. Voilà comment on a lancé notre compensation de carbone. Et cette compensation va être reliée à des engagements de zéro émission de gaz à effet de serre. On est lié par exemple à Heineken qui est un brasseur en Sierra Leone. Heineken a décidé d'être décarboné d'ici 2030. Et c'est les entreprises. Et c'est cette entreprise qui est la partie prenante la plus importante parmi les brasseurs. Donc, nous sommes allés les voir et nous avons discuté de la façon dont on pouvait les aider à atteindre le zéro émission.
Et étant donné comment on a structuré le processus, eh bien, les personnes qui plantent ont 3 ans de paiement parce que on regarde les arbres qui se développent et non pas on compte pas seulement les arbres qui ont été plantés. Et il faut penser à l'investissement impliqué dans ces arbres pendant 3 ans. Donc, c'est le genre de calendrier. On- on- il faut que tout ceci fasse partie d'un investissement à long terme. Et c'est ça qui nous a conduit, qui nous a menés. On pense à valeur et puis ensuite euh, euh, par des partenaires qui peuvent agir sur la valeur. Et puis ensuite, comment on a pu faire participer le secteur privé. C'est super. Ce que je trouve merveilleux et exceptionnel, c'est que c'est vraiment la ville qui mène le processus. C'est vous qui avez dit, nous, on a l'espace, on veut planter 1 million d'arbres, on veut améliorer la vie des gens de la ville. Et on va voir les entreprises et on leur demande de vous aider. Et on va essayer, on va les aider à atteindre leurs objectifs et elles aussi, elles vont nous y aider. Je voudrais savoir comment la relation avec ces entreprises, par exemple, Finorex, qui est une entreprise de mode, comment est-ce que cette relation a commencé et comment est-ce que, euh, quels ont été les principaux défis et également d'autres éléments? Eh bien, nous avons pensé que on était dans une communauté et on voulait qu'il y ait autant d'individus possibles impliqués dans le processus. Donc, si on se concentrait sur les entreprises et les institutions et qu'on structurait un processus où entraient les jetons, eh bien, on ne pouvait pas faire participer les gens. On ne peut pas offrir des compensations aux individus. Et pourtant, on voulait faire participer les gens. Donc, comment est-ce qu'on pouvait créer une relation de commerce de détail en quelque sorte? Comment est-ce qu'on pouvait avoir quelque chose où on pouvait avoir des ventes qui soient, des bénéfices qui soient associés à nos arbres? Et donc, on a eu un entretien avec Finorex, qui est, comme vous l'avez dit, une entreprise de mode durable, qui est dirigée par des gens de Sierra Leone en diaspora. Et on s'est dit que si on avait un processus numérique qui était connecté aux vêtements et que les gens achetaient ces vêtements, eh bien, qu'on incluait les jetons dans ce processus. Et à ce moment-là, ces jetons pouvaient être liés à un processus de soutien à une croissance verte dans notre ville. Il serait lié à notre ville, au développement des arbres, et lié aux personnes qui font pousser ces arbres, et lié au changement et à l'impact au fil du temps. Souvent, euh, il y a des possibilités quand on achète quelque chose, et c'est une façon de créer une possibilité pour les gens de participer sans faire beaucoup, mais ils veulent faire quelque chose quand même. Donc, ces ressources qui sont liées au processus de changement dans la ville, eh bien, ce qui est clé, c'est que on a permis aux gens de voir le changement se produire. Le suivi des arbres, et les arbres sont sur une carte sur le web, et donc on a vraiment des preuves de la croissance et de la survie des arbres. Et les gens qui ont donné de l'argent pour ces arbres, eh bien, peuvent voir pousser leurs arbres, et ils voient qu'ils ont joué un rôle dans ce développement des arbres. Et ces arbres vont produire beaucoup de bénéfices pour la ville et pour les habitants. Merci beaucoup. Je crois que nous avons une vidéo qui explique le fonctionnement de votre système.
Comment ça fonctionne? D'abord, vous achetez un vêtement avec un code et ceci est lié à un jeton qui est lié au principe de planter des arbres à Freetown. Et vous pouvez voir pousser votre arbre. Vous pouvez voir où il est situé. Vous pouvez suivre la croissance de votre arbre et puis vous pouvez dire que vous avez participé à l'amélioration. Vous avez le pouvoir maintenant. Vous pouvez nous rejoindre pour rendre Freetown, Treetown, pleine d'arbres. Donc, c'est comme ça. Vous avez un QR code, vous le scannez, vous voyez les jetons d'impact sur la plateforme. C'est ça? Oui, c'est exactement ça. Et c'est lié à différents sites qui proposent toutes sortes de marchandises qui sont tout à fait, qu'on peut tout à fait s'offrir. Et vos jetons sont inclus. Et le processus vous renvoie au portefeuille de Freetown et c'est lié aux personnes qui plantent des arbres dans telle ou telle zone. Donc, si vous achetez un t-shirt, par exemple, eh bien, comme celui que je porte, d'ailleurs, si vous l'achetez, eh bien, vous pourrez dire que vous avez soutenu les arbres. Et comme on l'a vu dans la vidéo, vous pourrez voir les arbres, voir les personnes qui s'en occupent et vraiment ressentir cette dynamique directement sur votre téléphone. Et l'idée, c'est que nous voulons créer une dynamique où que vous vous trouviez dans le monde, vous puissiez avoir un petit morceau d'informations sur ce qui se passe du point de vue de la résilience de la ville grâce à la plantation d'arbres et à ces solutions fondées sur la nature. Je voudrais vous rappeler que si vous avez des questions pour nos intervenants, vous pouvez les mettre dans la boîte QR. Moi, j'ai d'autres questions pour vous, Eric. Si vous étiez dans une autre ville, que recommanderiez-vous à d'autres responsables municipaux qui cherchent à mettre en œuvre des solutions fondées sur la nature dans leur ville, mais qui n'ont pas encore exploré comment comment ils peuvent s'associer à des entreprises pour augmenter l'impact de leurs projets? Ce que je leur dirais en premier, c'est il faut que vous ayez une évaluation de votre capital pour savoir quel est votre capital nature, afin de pouvoir mettre sur pied une stratégie durable d'investissement qui vous permettra de tirer de la valeur de ce capital et de pouvoir trouver des partenaires avec le secteur privé ou avec des banques en multilatéral, etc. Il s'agit de comprendre la valeur que détient votre nature et voir comment vous pouvez la conserver, cette nature. Vous allez vous créer des emplois comme ça en la conservant. Également, vous aurez tous les co-bénéfices concernant la réduction de la pollution atmosphérique, par exemple. Vous aurez une meilleure qualité de l'eau. Vous aurez une réduction du stress hydrique dû à la chaleur, etc. Tous ces processus c'est notre but. Et pour qu'on puisse les mettre en place, eh bien, il faut voir le côté adaptation d'une certaine façon et comprendre quels sont les types de solutions fondées sur la nature dont on a besoin. Il y a la restauration, par exemple. Et dans ce contexte, eh bien, avec notre million d'arbres, nous allons restaurer 3000 hectares. Et du point de vue de l'atténuation, eh bien, on va séquestrer environ 78 millions de tonnes de CO2. On n'y est pas, mais on est sur le chemin.
du type de scénario d'adaptation qu'on veut. Donc, il faut comprendre le parcours que vous allez prendre. Il faut voir ce que vous avez et ce que vous pouvez faire. Moins de subventions, plus de subventions. Et si vous avez plus d'investissement, si vous avez une subvention, et bien transformez-le en investissement. Nous, on demande des ressources à la Banque mondiale. Et si on passe à l'étape suivante, je pense qu'on va le faire. On va recevoir 1 million de dollars sur 3 ans. Ça, pour nous, c'est un investissement supplémentaire. Et d'ici 2023, nous pensons, grâce à ce processus, grâce au fait de proposer des compensations du carbone et d'avoir des financements des entreprises dans le cadre de leur RSE, nous pourrons financer 25% de tous nos besoins de développement grâce à ce système. L'année d'après, nous voulons passer à 50%. Nous voulons pouvoir exploiter toutes les ressources qui sont arrivées par les moyens traditionnels et ensuite créer une stratégie d'investissement fondée sur notre capital naturel qui nous permettra alors de monter les infrastructures vertes qui nous mettront sur un chemin de la durabilité. Donc, il faut se demander quel genre de financement durable nous pouvons obtenir. Et quand on y pense, le problème, c'est que on se dit ah bah, il y a différents types de financement par les banques. C'est important, il faut les obtenir. Et ils sont de plus en plus accessibles, mais un peu moins difficiles qu'avant à obtenir. Donc, à la base, on est une ville sans beaucoup de moyens financiers qui ne peut pas forcément financer elle-même ce parcours. Et le fait d'avoir des ressources extérieures était difficile. Donc, il fallait faire un détour, trouver un autre moyen de créer de la valeur dans le cadre de notre capital naturel et ensuite exploiter également les relations que nous avons avec le secteur privé, local et mondial. Merci. Je crois que vous avez vraiment beaucoup de travail. Vous avez vraiment beaucoup d'ambition et je pense que c'est très bien que vous parliez déjà d'infrastructures et d'investissements verts. Comment les investissements peuvent vous permettre de mettre en place d'autres projets verts au-delà de la plantation d'arbres. Maintenant, je vais demander à tous les intervenants de revenir dans la pièce principale. La première question que j'ai est demandée est la suivante. Est-ce que la plupart des investisseurs sont des multinationales? J'imagine que ce sont les entreprises qui ont besoin de compenser leurs émissions de carbone le plus. Nous avons les premiers jetons d'impact que nous avons déjà vendus. Il y en avait 300 pour 6 dollars à chaque. C'était plusieurs centaines de dollars américains. Ça venait d'une entreprise locale qui est indienne, mais qui fonctionne chez nous. Et on est passé par la haute commission indienne. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, il y a eu 10 autres entreprises qui ont voulu le faire. Et il faut vraiment que ce soit un processus local et qu'on se tourne également vers les multinationales. Donc, il faut utiliser les entreprises locales parce que c'est elles qui utilisent notre énergie, notre eau localement. Donc, c'est à elles d'investir dans la préservation de ces ressources. Ils s'en rendent compte. Donc, oui, local. Il faut agir local. Je vais poser une question à Rebecca maintenant. Nous avons parlé de ce million d'arbres, mais il y a des endroits qui sont beaucoup plus densément construits.
Donc, quelles solutions fondées sur la nature est-ce que ces villes, dans ce cas, pourraient appliquer et quels éléments prendre en compte dans cette prise de décision? Merci beaucoup de cette question. Je pense que ce qu'il faut souligner sur ces solutions, il faut voir ce que les villes veulent résoudre. Et puis évidemment, on a vu qu'un million d'arbres, c'est pas suffisant, mais dans le contexte de Freetown, c'était le bon point de départ. Et donc, les villes doivent se demander quel peut être leur point de départ, et également quels sont les dangers qu'elles courent. Ça peut être les mangroves, les arbres, les systèmes durables de drainage. Et l'application peut prendre différentes formes. Et concernant les facteurs à prendre en compte, eh bien, il y en a plusieurs, environnemental, culturel, socio-économique. Il faut évidemment faire un suivi et avoir un financement. Et les gens, il faut qu'ils repensent leurs espaces, comme Freetown l'a fait. 1 million d'arbres, ça prend de la place. Et il faut que les villes se rendent compte que le paysage va changer et il faut également informer les entreprises. Et ce qui est très important concernant l'utilisation du territoire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'espace dans toutes les villes. Il y a des espaces qui sont privés et donc il faut que les entreprises s'asseyent avec nous pour discuter. Mais au-delà de la responsabilité des entreprises, eh bien, il ne faut pas oublier que on pense à l'avenir. On se demande comment est-ce qu'on peut encourager les entreprises et comme Eric l'a dit, eh bien, c'est quand les entreprises se rendent compte qu'elles utilisent l'espace et puis la terre et puis l'eau, etc. Eh bien, elles se rendent compte que ça a un impact sur leur activité. Donc, il faut faire changer d'avis les entreprises et il faut également les amener à voir une nouvelle façon de regarder les perspectives et les faire considérer l'innovation d'un autre œil. Merci beaucoup, Rebecca. Je crois qu'il y a autre chose, surtout concernant Freetown. Beaucoup d'arbres que vous plantez ne sont pas vraiment dans la ville elle-même, mais sont autour de la ville. C'est l'idée que la ville n'est pas que la partie densément peuplée et bâtie, mais c'est également autour. Oui, c'est un peu des deux. Nous sommes totalement urbanisés. Donc, il n'y a pas beaucoup d'espace. Mais nous nous concentrons sur les zones dégradées, surtout près des zones protégées, surtout les cours d'eau. On voit quels sont les espaces verts et on peut se demander ce qu'on peut y faire. Et puis également, on a un partenariat très solide avec le conseil rural de la zone ouest qui est juste à côté de la ville. Nous sommes liés à ce conseil et tous nos réserves d'eau sont dans cette zone. Donc toute la dynamique que l'on crée, les moteurs du développement, eh bien, se trouve en général en dehors de la ville. Donc, quand on pense à Freetown, de Treetown, il s'agit d'une collaboration étroite entre deux conseils de gestion, en quelque sorte. La moitié des arbres que nous avons plantés sont plantés dans cette zone, parce que nous les avons plantés pour protéger nos approvisionnements en eau. Et donc, on parle du risque partagé. On partage la responsabilité pour atténuer ce risque. Et quand on parle de tout cela, dans 5 ans ou 10 ans, on aurait perdu notre approvisionnement en eau à cause de la déforestation, surtout dans cette zone. Donc, il fallait changer cette dynamique. Donc, il fallait changer les comportements, créer des encouragements. Ce qu'on fait, entre autres, c'est qu'on encourage dans ces zones où on a des boisés, on encourage les gens à planter dans les zones dégradées.
on monte des alternatives à ces processus de destruction. Parce que sinon, il y a beaucoup de risques. Et les entreprises se rendent compte, elles se rendent compte et voient la valeur et se rendent compte qu'elles peuvent bénéficier des changements. Concernant le fait de planter dans les zones dégradées, il y a Steve qui nous demande tous les combien vous faites un suivi? Est-ce que vous utilisez les gens du coin pour les suivre? Et est-ce que vous utilisez des outils de traçage? Oui, oui. Il y a un système de traçage. Et oui, mon frère, ce sont que des gens du coin. Ce sont des gens qui habitent là, où les arbres sont plantés. Donc, nous utilisons un modèle d'environ 1000 arbres par personne. Donc, 1 million de personnes donc, et 500 planteurs. Tous les mois, c'est trop souvent. Tous les 2 mois, on fait un traçage tous les 2 mois. Mais il y a un entretien. Donc, ces personnes sont responsables des soins envers ces arbres et ils reçoivent un paiement de 1,2 million de léons tous les 2 mois pendant tous les 6 mois pendant 3 ans, quelquefois 5 ans. L'idée, c'est que chaque arbre qu'ils plantent a une trajectoire de 3 ans. Ça veut dire 18 paiements d'un paiement en tout de 21 millions de léons. C'est très, très important comme revenu d'appoint pour les gens qui habitent là-bas. Donc, il faut créer avec les gens ce qui va mener les gens à changer de comportement, ce qui les forcera à remplacer les arbres et à les entretenir. Si ces arbres sont là, eh bien, ils sont prêts. D'autres arbres qui existent. Donc, et ils ne veulent pas les couper non plus, ces autres arbres. Donc, c'est une stratégie qui va encourager la protection de tous les arbres, ceux qui sont plantés et les avoisinants. Donc, oui, c'est fait par un modèle communautaire de gens du coin qui vivent là et qui sont encouragés à s'occuper des arbres et ils reçoivent des compensations. Il faut tracer tous les arbres qu'on vous a alloué et il faut montrer qu'ils se développent, ces arbres. Le paiement dépend de la croissance des arbres. Donc, vous faites le traçage de chaque arbre et chaque traçage est vérifié. Donc, nous avons une équipe qui vérifie bien que ces arbres grandissent et nous avons un système auxquels ils sont tous formés. C'est l'application, ils prennent une photo de l'arbre à un angle de 45 degrés ou 90 degrés. Et on a calibré les téléphones pour être sûr que quand on prend la photo, eh bien on voit que si oui, l'arbre a cru, s'est développé. Et il y a une croissance, vous recevez un paiement. Je suis très heureux de voir que vous faites participer les gens du coin et c'est vrai, c'est tout à fait ce qu'il nous faut dans la phase suivante, c'est comment faire participer les gens localement. Donc, c'est vraiment un exemple fantastique. Je crois que nous avons d'autres questions. Il y a une Christian qui demande, c'est un super projet. Qui a eu l'idée de relier les arbres aux t-shirts? Et je pense que c'est vraiment très, très bien pour l'entreprise concernée, au-delà de la compensation de l'émission de CO2. C'était tout à fait collectif, en fait. Nous avions... Mais l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut créer un contexte. On avait déjà les codes, hein, et donc l'idée, c'était le jeton, en quelque sorte, c'est le QR code. Donc, on se demandait comment on pouvait progresser. On s'est dit, bon, si on se met en partenariat avec une entreprise de la mode, on a vu qu'ils faisaient des t-shirts, on s'est dit, tiens, on pourrait lier cela aux arbres pour que les gens puissent voir leurs arbres. Donc, je me souviens pas si c'était eux ou nous.
Mais je dirais qu'on a eu l'idée d'une manière collégiale. Très bien. Et j'espère que beaucoup d'entreprises vont vous suivre et vous contacter concernant cette initiative. Je crois que nous n'avons plus de temps maintenant. Merci beaucoup de ces présentations. Merci Eric, merci à Rebecca, merci à tous. Et donc, je voudrais remercier donc, toutes les personnes qui ont travaillé à l'organisation de cette entreprise, de ce webinaire et à l'interprète également. Et merci de nous avoir envoyé ces bonnes questions. Et donc, ce qui va venir, c'est un Urban Shift à la COP26, qui est pour un développement urbain inclusif, intégré et durable, et la transformation des villes. On pouvait l'avoir directement par la COP26 et il y aura également un nouveau webinaire sur cette série à la fin de novembre, c'est-à-dire l'expérience de l'Inde sur le reporting du climatique régional. Donc, si vous avez apprécié notre webinaire, eh bien, restez en contact. Vous avez là l'adresse courriel et puis également nos pages sur Twitter, Facebook et LinkedIn. Merci à tous. Je vous souhaite une agréable journée. Au revoir.